3,4 km nous séparent de la porte de Vincennes. Ce n'est pas de la place Gambetta proprement dite que nous partons, mais de la place Martin-Nadeau qui est presque contiguë. Elle y est reliée par l'avenue Gambetta. Ici, l'ouverture du cimetière du Père-Lachaise. Et nous allons emprunter cette rue qui longe le cimetière en question. En fait, le cimetière est ici, derrière ces murs. Ici, c'est le square Samuel de Champlain qui lui est contigu. En 1830, la rue des Rondeaux s'appelait rue Sentier rural des Baltreux. On longe le mur de soutènement nord-est du cimetière du Père-Lachaise. Des ifs, des marronniers d'Inde, des ginkgo biloba apparaissent derrière le mur de soutènement. Nous parvenons bientôt au niveau de l'avenue du Père-Lachaise, qui se trouve face à l'une des entrées. L'avenue du Père-Lachaise conduit à la place Gambetta, place hexagonale qui s'orne d'une curieuse fontaine moderne. C'est sur cette place que se trouve la mairie du 20e arrondissement. Nous ne pénétrons pas dans le cimetière du Père-Lachaise, nous poursuivons à droite dans la rue des Rondeaux. Cette ouverture date de 1899. Le cimetière du Père-Lachaise s'élève sur une butte. Au XIIe siècle, on appelait cette butte Champ-l'Évêque. Elle dépendait de la paroisse de Charonne, toute proche. En 1626, les jésuites achetèrent le lieu pour en faire un lieu de repos pour religieux. L'un d'entre eux, le Père-Lachaise, fut le confesseur de Louis XIV. L'ancien domaine des jésuites fut acheté en 1803 par la ville de Paris, qui décida de transformer les lieux en cimetière de l'Est, cimetière du Père-Lachaise. 44 hectares, plus de 70 000 tombes, 2 millions de visiteurs chaque année. Car les tombes sont très romantiques. Rue Achille, curieuse petite rue traversière. Un Paris calme et méconnu. Avec des pavés herbeux. Passé la rue Eugénie-Legrand, la rue commence à descendre doucement. Nous allons tourner sur la gauche. On emprunte la rue Charles-Rénouvier. Nous nous trouvons sur une sorte de pont aux lampadaires élégants qui surplombe la rue des Pyrénées, creusée en tranchées profondes.
juste après le pont, un petit passage avec des pavés, le passage Stendhal. Il jouxte le jardin des oiseaux. Le passage Stendhal oblique sur la droite. Il s'appelait autrefois le sentier des Dives. Le sentier Stendhal rejoint la rue Stendhal, contemporaine de la rue des Pyrénées, 1862. On emprunte la rue Stendhal sur la droite. Après la rue Lisfranc, on se trouve au niveau du réservoir enterré des eaux non potables de Charonne et qui est destiné à l'arrosage de la voie publique. Le réservoir enterré. On aperçoit le sommet du clocher de l'église Saint-Germain. On tourne à gauche dans le chemin du parc de Charonne. Cette voie était autrefois une allée de marronniers qui conduisait à gauche au château des seigneurs de Charonne. Côté droit, le mur limite le cimetière de Charonne. Nous sommes face à l'une des ouvertures du cimetière. Ce cimetière est petit, 41 arts. Il se blottit autour de son église Saint-Germain. Quelques personnalités sont enterrées ici. De beaux arbres donnent à l'endroit un aspect romantique. À l'entrée, on remarque une statue établie sur une terrasse. Il s'agit de la sépulture d'un mystificateur, François Bègue, dit Magloire, qui se disait le secrétaire de Robespierre. Rien de tout ceci n'est vrai. C'était donc un mythomane. L'acteur de cinéma Pierre Blanchard, quelque peu oublié aujourd'hui, à sa tombe, à côté de celle de Magloire. La tombe d'un écrivain, Gérard Bauer, dont je n'ai jamais entendu parler des œuvres. Enfin, tout tournant autour de Magloire, une tombe qui est celle de l'épouse du ministre André Malraux, ainsi que ses deux fils qui ont été tués dans un accident de voiture. Encore une tombe d'une célébrité, celle de l'écrivain collaborationniste Robert Brasillac, qui a été fusillé le 6 février 1945. Le cimetière de Charonne est établi en pente. Église Saint-Germain. Sortons du cimetière. Sur notre droite, le presbytère, dans une cour ombragée par un érable. Une vue de l'église Saint-Germain. Saint-Germain était évêque d'Auxerre. Il a rencontré Sainte Geneviève qui avait 6 ans à cet endroit. C'était en l'an 429 et Sainte Geneviève est devenue plus tard patronne de la ville de Paris.
Il y eut tout d'abord une chapelle au haut Moyen-Âge, ensuite une église au XIIe siècle, des reconstructions au XVe et au XVIIe siècle, et tout un tas de réparations ont été faites au fil des âges. Ce qui n'empêcha pas ce lieu, pourtant assez éloigné du centre de Paris, de devenir un lieu de concert réputé au XVIIe et XVIIIe siècle. Juste à côté se trouve l'église moderne des Saints Cyril et Méthode. À cet endroit, on peut dire que l'on a atteint la bordure méridionale du plateau de Belleville, à Charonne-Centre. Au-delà, le terrain va en déclivité progressive vers la Seine. Face à nous, la rue de Bagnolet. La rue de Bagnolet, qui venait de la barrière de Fontarabie à Paris, s'appelait autrefois rue des Vachers, puis grande rue de Charonne. La place Saint-Blaise, où nous sommes parvenus, est l'âme de ce petit quartier de Charonne. Elle existait déjà en 1420 et était ornée d'ormes qui ont disparu au XVIIIe siècle. On s'engage provisoirement dans la rue de Bagnolet. La médiathèque Marguerite Duras. La Flèche d'Or Café, au numéro 102 bis, qui mériterait une bonne restauration, correspond à l'ancienne gare Charonne du chemin de fer de Ceinture. On revient sur nos pas jusqu'à la place Saint-Blaise. Au-delà de la place Saint-Blaise, la rue de Bagnolet monte en pente, une pente qui a cependant été adoucie. Quant à l'église des Saints Cyril et Méthode, commencée en 1933, consacrée en 1962, elle accueille aujourd'hui une communauté croate. Engageons-nous à présent dans la rue Saint-Blaise. Appelée Grande rue Saint-Germain en 1672, elle était le centre du village de Charonne et nous est assez bien parvenue. Les façades ne dépassent que rarement 2 ou 3 étages. Les constructions récentes sont assez réussies dans l'ensemble. Rue Riblette sur la gauche. Nous allons tourner à droite dans ce qui était une ruelle en 1758, la rue Galeron. Tout ceci fleure bon l'ancien Paris. On arrive au niveau d'une petite placette plantée. On se trouve au niveau de maisons campagnardes et l'on revient par un passage, celui des 2 portes. Là, ça fait un peu moins campagnard.
Passage des deux portes. On retrouve la rue Saint-Blaise et l'on poursuit sur la droite jusqu'à la place principale. Je dois dire en fait l'ex-place principale, elle a été rebaptisée place des Grès. La place des Grès s'orne d'un beau magnolia. On tourne dans la rue Vitruve à gauche. Sur la gauche, un îlot de tranquillité, le square des Grès. Le square des Grès est caractérisé par 4 gloriettes en tonnelle. On revient rue Vitruve et on tourne à droite pour revenir place des Grès. Au 51-53 de la rue Vitruve, une petite maison de campagne bourgeoise d'autrefois. De tous les faubourgs parisiens, c'est Charonne qui est le mieux conservé. De cet endroit, dernier regard vers l'église Saint-Germain de Charonne, qui est magnifique, illuminée la nuit. De la place, on poursuit dans la rue Vitruve, mais cette fois-ci vers l'ouest. Nous allons musarder dans des rues assez calmes jusqu'à la porte de Vincennes. La décoration par ici est celle d'architectes modernes et parfois ne manque pas d'originalité. Au numéro 50 de la rue Vitruve. Le tracé presque linéaire trouve moyen de musarder le long du chemin de fer de ceinture, soutenu par de vieux murs et franchissant la voirie par des ponts voûtés ou métalliques plus que centenaires. On tourne à gauche, rue Albert Marquet. À l'angle de la rue Vitruve et de la rue Albert Marquet, une salamandre en relief a été plaquée contre le mur au niveau du 4e étage. La rue Courat fait suite à la rue Albert Marquet. Le coin est pauvre en verdure. On retrouve à la fin de la voie le mur de soutènement et la voie du chemin de fer de ceinture. Nous parvenons à un carrefour de plusieurs rues. Nous passons sous le pont pour nous diriger vers la rue des Orteaux, c'est-à-dire des Jardins. La rue des Orteaux, en 1720, était l'allée de Madame. En effet, la duchesse d'Orléans l'avait fait percer avec 2 rangées d'arbres pour aller à son château de Bagnolet. Le pont étant franchi, on tourne à droite dans la rue des Maraîchers. Voie neuve en 1730, elle s'est appelée plus tard, au 19e siècle, voie du chemin de fer.
La rue est appelée rue des Maraîchers parce qu'elle était autrefois bordée de jardins. C'est aujourd'hui une rue calme. L'itinéraire continue de se dérouler vers le sud. L'ancien chemin de fer est tout proche, au numéro 104, curieuse maison plate. On tourne bientôt à gauche dans la rue de la Croix-Saint-Simon, du nom d'un calvaire qui existait autrefois. Juste avant le viaduc, c'est dans la rue Ferdinand-Gambon que l'on s'engage, autrefois petite rue du chemin de fer. Le haut mur s'abaisse doucement, jusqu'au niveau de l'emplacement de l'ancienne gare rue d'Avron. On aperçoit encore l'abri de quai à feston de bois. Au-delà, on aperçoit l'ancienne gare rue d'Avron. Nous parvenons rue d'Avron, ancien chemin de Paris, barrière de Montreuil, jusqu'à Montreuil-sous-Bois. Avron est le nom d'un plateau à Neuilly-Plaisance où les troupes françaises en 1870 ont manifesté une défense héroïque contre les troupes prussiennes. On emprunte cette rue faubourienne sur la droite. Après quelques pas à droite, on retrouve la rue des Maraîchers. Éloignons-nous de la cohue. Avant 1869, ici elle s'appelait rue des Quatre Jardiniers. On tourne immédiatement à gauche dans la rue du Volga, ancien chemin de Montreuil. On note le prolongement de la rue du Volga vers la rue des Pyrénées. C'est une étroite ruelle, guère plus large que 2 mètres. On ne franchit pas le viaduc, on s'engage à droite dans la rue des Grands Champs. C'est l'ancien sentier rural des Gouttes d'Or. Il n'a plus rien de très rural. On tourne vers la rue des Maraîchers. On tourne sur la gauche, rue des Maraîchers. La rue de la Plaine que nous croisons ne semble plus guère adaptée au lieu. On tourne à gauche dans la rue Philidor, ancienne ruelle des Gouttes d'Or en 1812. À cet endroit, on peut voir ici des rails de métro. À proximité se trouvent les ateliers de Charonne de la RATP. La rue Philidor se poursuit par la rue de Lagny. Plus précisément, c'est le passage de Lagny, ici, qui rejoint la rue de Lagny. La rue de Lagny où nous arrivons
forme la limite entre les anciennes communes de Charonne et de Saint-Mandé pour la partie annexée à Paris. Elle était autrefois appelée rue de la Pissotte. La rue de Lagny, que voici, partait autrefois de la barrière du Trône et se dirigeait vers l'est, vers Vincennes, Lagny, Coulommiers et Cézanne. Du centre d'entretien de la RATP se détache une voie ferrée rattachée par un tunnel à la ligne 1 du métro de Paris. Prenons la rue du Général Niessel pour rejoindre l'avenue de Vincennes. On longe les bâtiments du lycée Maurice Ravel. À partir de 1740, l'avenue de Vincennes a détrôné la rue de Lagny comme grand axe vers l'est de Paris. Lors de l'annexion des faubourgs en 1860, l'avenue de Vincennes a pris le nom de cours de Vincennes. Sa largeur est de 83 mètres. Le cours de Vincennes relie la place de la Nation à la porte de Vincennes. La porte de Vincennes se trouve à 150 mètres sur la gauche.